20, Julien Bugier. Et ce soir, notre invité à 18h16, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la citoyenneté. Bonsoir Marlène Schiappa. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Europe Soir. Alors, je voudrais d'abord évidemment qu'on revienne sur ce drame terrible, cette horreur survenue à Mérignac, cette femme tuée, brûlée vive par son mari en pleine rue. La mission d'inspection, point d'étape, a été diligentée, a rendu ses premières conclusions et pointe une suite de défaillances, et c'est le moins qu'on puisse dire, on va en parler dans le détail. Une question peut-être d'abord personnelle vous concernant. Est-ce que vous le vivez, vous, comme un échec, puisque vous aviez été, on s'en souvient, appelé au gouvernement pour prendre à bras-le-corps cette question de la protection des femmes et précisément éviter ce type de drame? Moi, vous savez, de par mon engagement, dès lors qu'on me fait part d'un féminicide, de violences conjugales, de harcèlement de rue, de viol, et ça arrive tous les jours, parce que je suis sollicitée tous les jours par des femmes qui vivent cela, je le prends évidemment personnellement. Et quand je vois ces 3 enfants qui sont maintenant orphelins de mère, évidemment, ça me déchire le cœur, c'est le sens de mon engagement. Mais en ce qui concerne... vous dites qu'on a raté quelque chose parce qu'il y a des mesures qui ont été annoncées, mais ça ne va pas assez vite, visiblement. D'abord, quand vous avez en face de vous un homme qui manifestement considère qu'il a droit de vie ou de mort sur sa femme ou sur son ex-femme, contre qui les condamnations ne font rien, qui lui tire des balles de fusil dans les 2 genoux pour l'immobiliser, puis la brûle vive et brûle la maison. Je crois qu'on a là, c'est comme pour des terroristes, si vous voulez. On a des gens déterminés à tuer, des monstres, face auxquels toutes les mesures que l'on déploie, parfois sont difficiles. Donc un échec, pour vous répondre, chaque féminicide est un échec, est un féminicide de trop. Mais quand on regarde la situation maintenant et les mesures qui existent maintenant par rapport à ce qui existait avant notre arrivée, là, ça n'est pas un échec, dans la mesure où on a, au contraire, réussi à faire voter 2 lois, 150 mesures et des dispositifs qui, tous les jours, sauvent la vie de femmes. Oui, mais dans ce cas précis, Marlène Schiappa, cet homme avait été condamné pour violence. Il était d'ailleurs en sursis, en liberté surveillée d'une certaine manière. Et surtout, une plainte avait été déposée par sa femme le 15 mars. Rien n'a été fait. Il avait l'interdiction d'ailleurs d'entrer en contact avec elle. Comment se fait-il qu'il n'a pas été équipé, par exemple, d'un bracelet anti-rapprochement? Comment se fait-il que la victime ne disposait pas d'un téléphone grave danger? C'est une excellente question. On a le sentiment, d'ailleurs, c'est la conclusion de la commission avec ce point d'étape, qu'il y a eu des manquements et que la justice ne parvient pas, malgré les alertes, à protéger ces femmes. Mais c'est une excellente question que vous posez, et c'est la question que je pose et que nous posons avec Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. Et c'est pour ça que dès que nous avons eu connaissance de ces faits, nous avons demandé des éléments, et dès que nous avons vu qu'il y avait une plainte, nous avons diligenté immédiatement une inspection commune, ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur, ce qui n'est pas chose courante, à 3 ministres pour justement faire la lumière sur ces dysfonctionnements. Et je vais vous dire, par exemple, en ce qui concerne la saisie des armes. Et là, c'est un sujet vraiment d'engagement profond pour moi, puisque vous savez que c'est moi qui, dans le Grenelle... ce monsieur, d'ailleurs. Voilà, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Dans le Grenelle des violences conjugales, c'est moi qui ai fait voter la saisie des armes, suite à l'affaire de Julie Douib, jeune femme qui avait été tuée à Île-Rousse par arme à feu. Parce qu'on dit souvent une femme morte sous les coups de son conjoint, mais en fait, le premier mode opératoire, c'est l'arme à feu. Donc on a fait voter la saisie des armes, et ensuite, avec Gérald Darmanin, on a pris une circulaire pour rendre obligatoire la saisie des armes. Mais pourquoi n'était-il pas équipé d'un bracelet anti-rapprochement? Alors je vais vous répondre sur les 2 sujets. En ce qui concerne les armes, ce que nous dit a priori la procureure de la République, qui diligente cette enquête, c'est que la question a été posée à la femme de savoir est-ce que son mari avait une arme dans la grille d'évaluation du danger. Il n'avait pas d'arme au moment de la plainte, il l'aurait acquise illégalement. Ensuite, voilà pourquoi il n'y a pas eu de saisie, nous dit les éléments de l'enquête. En ce qui concerne le bracelet, moi je vais vous dire les choses comme je les pense, les dispositifs sont sous-utilisés. Les bracelets anti-rapprochement que nous avons créés... Il nous a été dit qu'à Bordeaux, il n'y avait pas de bracelet anti-rapprochement disponible au moment où ce monsieur est sorti de prison. Il y a toujours des bracelets anti-rapprochement disponibles, et de la même manière pour les téléphones grave danger. Moi, quand j'ai été nommée, j'entendais un double discours. Donc c'est la justice qui a failli, ou c'est les forces de l'ordre qui a failli? Alors j'essaye de finir de vous expliquer justement comment ça se passe. J'avais sur le terrain des associations qui me disaient on n'a pas assez de téléphones grave danger, et quand je regardais les lignes budgétaires du ministère de la Justice, on me disait mais attendez, on en finance plein. Et on s'est aperçu qu'il y avait 2/3 des téléphones grave danger dans des placards qui n'étaient pas assez attribués. Donc avec le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur et moi-même, nous disons qu'il faut utiliser les dispositifs qui existent. C'est le sens des circulaires qui ont été prises. Cette mission,
Elle sera rendue publique le 10 juin quand elle sera terminée, cette mission d'inspection, et nous prendrons toutes les décisions nécessaires pour que cela ne se reproduise plus. Alors, autre sujet, mais d'importance, et on le sait qui plus est aujourd'hui, la mort de ce brigadier, je dis aujourd'hui parce que c'était ses obsèques qui étaient ce matin dans l'intimité, mais il y a une foule immense qui est venue lui rendre un dernier hommage à Avignon. Jean Castex a donc annoncé de nouvelles mesures pour les crimes commis contre les forces de l'ordre après sa réunion avec les syndicats de policiers. On en a parlé ici même hier soir, réduction de peine strictement limitée, peine de sûreté qui sera portée à 30 ans pour les meurtriers de policiers, et puis le refus d'obtempérer notamment sera puni plus sévèrement. Les syndicats de la magistrature ont réagi et disent la plupart des mesures qui sont annoncées existent déjà et elles sont effectives, elles sont appliquées. Que leur répondez-vous ? Moi, je ne crois pas qu'on puisse se contenter de la situation en état. C'est la même chose pour les féminicides, c'est la même chose pour les violences vis-à-vis des policiers. Mais il y a déjà des peines très lourdes qui existent si on s'en prend à un membre des forces de l'ordre aujourd'hui. On a là une question, et je relie vraiment les deux sujets, parce que pour moi, ils ne sont pas décorrélés. Un homme qui tue un policier qui vient lutter contre le trafic de drogue et un homme qui tue sa femme en pleine rue, vous avez là une forme de sentiment d'impunité. Et je pense que dans la peine, ce qui est important, c'est bien sûr sa gravité, mais c'est surtout sa certitude. Oui. Et je crois que les annonces du Premier ministre visent à lancer un message de fin d'impunité et à le mettre en œuvre concrètement. Vous pensez vraiment, Marlène Schiappa, qu'un gamin de 19 ans qui se croit dans un jeu vidéo qui tire sur un policier, ça va le dissuader de le faire s'il sait qu'il prend 30 ans au lieu de prendre 20 ans? Mais vous pensez ça? Franchement, vous posez là très bonne question, et pour moi la seule question qui vaille. C'est-à-dire comment on fait et quels sont les instruments à la main des pouvoirs publics, et singulièrement du gouvernement, pour empêcher quelqu'un qui est déterminé à tuer, de tuer. C'est la question contre le terrorisme, c'est la question sur les féminicides, et c'est la question sur les violences vis-à-vis des violences conjugales. Et moi, je crois que le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir, mais le gouvernement ne peut pas tout seul. On a besoin d'un discours de fermeté globale, c'est-à-dire, en ce qui concerne les féminicides, de cesser de minimiser les violences conjugales comme on le fait encore trop souvent. Et en ce qui concerne les violences contre les policiers, cessez de les justifier. Vous avez des responsables politiques qui justifient encore les violences contre les policiers, qui propagent. Non, mais les violences et justifier les violences, ça commence par là. Quand vous avez des responsables politiques qui demandent l'abolition de la police, qui diffusent dans des manifestations avec des pancartes hostiles à la police, qui soutiennent les gens qui taguent ACAB, All Cops Are Bastards, en bas de chez les policiers. Vous savez, dans le Beauvau de la sécurité... Vous pensez à qui, là, par exemple ? Je pense à beaucoup de responsables politiques qui se reconnaîtront. Il y en a plein. Honnêtement, à la France Insoumise, sur Europe Écologie Les Verts, il y a hélas pléthore de responsables politiques qui tiennent ce discours irresponsable anti-police. Alors, je vous pose la question parce que Emmanuel Macron, il y a quelques années, quand il était candidat à l'élection présidentielle, il critiquait justement ce qu'il appelait la tyrannie des événements et la modification incessante, il faisait référence à Nicolas Sarkozy, de notre droit en fonction de l'actualité et des drames. Et aujourd'hui, on a le sentiment qu'il est rattrapé par un principe de réalité. On est obligé de réagir après un drame. C'est la politique. Bien sûr, mais on ne réagit pas seulement après le drame. Vous savez, en ce qui concerne Mérignac, on a agi avant. Quand j'étais auprès d'Édouard Philippe, nous avons lancé ce Grenelle des violences conjugales. Vous comprenez ce que je veux dire? Un drame, une loi. Mais là, je vous explique que c'est l'inverse. En fait, on a pris 2 lois contre les violences conjugales avant justement ce drame de Mérignac. Et justement, on est pressé par l'opinion de nous dire qu'est-ce qu'on va faire de plus. Eh bien, moi, je crois qu'il faut appliquer les lois et appliquer les dispositifs existants. Ils ont été votés, ils ont été financés et maintenant, il faut les appliquer. Bien. Un petit mot de politique, Marlène Schiappa. D'abord, ce qui se passe dans la région PACA, puisqu'un sondage donne désormais le candidat du Rassemblement national, Thierry Mariani, devant dans tous les cas de figure. Les manœuvres de rapprochement LR-LREM, qui avaient quand même été annoncées par Jean Castex, se sont soldées par un échec. Il n'y a pas d'autre mot. Tout cela donne quand même un sentiment de tambouille qui plus est contre-productive. Est-ce que vous dites, voilà, il faut le dire quand on rate, et là on a raté? Écoutez, moi je suis tête de liste à Paris pour la liste de Laurent Saint-Martin en Ile-de-France, et chez nous il n'y a pas de tambouille, il n'y a pas d'accord qui soit... Vous votez en touche. Non, je ne vote pas du tout en touche, c'est ce qui est important. Nous portons avec Laurent Saint-Martin les couleurs de la majorité présidentielle. Et nous portons notre projet, une vision innovante pour la région Ile-de-France, pour qu'elle ne fasse pas que de la gestion. Vous savez, la région sortante, elle a fait un peu la politique du DAB, du distributeur automatique de billets. Je donne 200 000 euros là, 50 euros là, je finance tel truc. Voilà, c'est pas ça pour nous une vision, une politique publique. Pour nous, elle a une vraie vision sur la formation, sur le soutien aux entreprises, à la culture et la sécurité. Ça puisse donner un sentiment de flou aux électeurs, notamment parce que ce sont 2 régions différentes, mais ce sont 2 partis politiques très différents. Donc ici, en Ile-de-France, vous luttez contre les Républicains, et puis en région PACA, comme de par hasard, diraient certains, vous vous alliez avec les Républicains. Alors, moi, où est la cohérence? Le sens de notre candidature, c'est pas de lutter contre qui que ce soit, c'est simplement qu'avec Emmanuel Macron,
En 2017, nous avons recomposé le paysage politique et nous avons voulu proposer quelque chose autour d'Emmanuel Macron. Et c'est dans cette continuité que Laurent Saint-Martin et moi, à Paris, nous nous positionnons. Les ministres et secrétaires d'État qui sont engagés dans la campagne des régionales, en cas de défaite, ils doivent démissionner ou pas? Quelle est la ligne du parti? Alors, je ne compose pas le gouvernement. Ce que je peux vous dire, c'est que nous continuons à faire cette campagne. J'ai appris tout à l'heure qu'il y avait, par exemple, une tête de liste d'Audrey Pulvar qui se désistait et qui, du coup, démissionnait lui-même avant l'élection. Moi, j'invite tous les électeurs humanistes, tous les électeurs qui peut-être ont voté pour Anne Hidalgo aux élections municipales, à voter pour la liste que je conduis à Paris, parce que nous sommes clairs sur les valeurs. Nous sommes une liste de progrès, humaniste et qui porte les valeurs de la République. Je vous pose la question autrement. Si vous échouez, est-ce que vous estimez qu'il faut que vous démissionnez? Mais moi, comme je vous l'ai dit, il ne m'appartient pas de composer le gouvernement. Nous sommes plusieurs ministres qui sommes candidats. Éric Dupond-Moretti, vous l'avez mentionné, Emmanuel Vargon, Amélie de Montchalin dans l'Essonne. Et donc nous continuerons. Jusqu'à présent, il me semble, dans la Constitution, ce n'est pas Marlène Schiappa qui forme le gouvernement. Il pourrait y avoir on peut le déplorer, mais c'est ainsi. Il pourrait y avoir une ligne de parti ou une ligne qui est dictée par le président vous répondre, et le chef de gouvernement. J'en ai pas connaissance et j'ai pas demandé de garantie avant d'être candidate. Moi, je suis pas une planquée, je suis quelqu'un qui prend mon risque, qui défend les valeurs. La majorité présidentielle et En Marche, mon mouvement, a toujours pu compter sur moi depuis le premier jour. Et je suis encore là pour porter les couleurs à Paris avec toute la liste rassemblée, le MoDem, Agir, Territoire de Progrès en commun et les citoyens parisiennes et parisiens, je l'espère. C'est un bon tract de campagne. Tant mieux. Merci Marlène Schiappa d'avoir été ce soir l'invitée d'Europe Soir.